Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la diffraction à l'infini par une fente rectangulaire. On va reprendre le résultat vu dans la vidéo précédente et on va l'appliquer à cette fente rectangulaire. Alors voici le schéma du montage, on a notre onde plane qui arrive, onde plane dont les fronts d'onde sont parallèles à notre plan diffractant et ils vont éclairer de façon uniforme donc une ouverture rectangulaire. Cette ouverture rectangulaire a une longueur A et une hauteur B. La longueur A est dans la direction grand X et la hauteur B dans la direction grand Y. Ça, c'est pour simplifier les calculs quand on va faire déplacer notre point P au niveau du plan diffractant. Donc il faut naturellement utiliser ça pour se simplifier la vie. On reprend notre équation donc de diffraction à l'infini, écrite ici avec la fonction de transparence, et on va exprimer notre fonction de transparence pour que ça colle à notre problème. Lorsqu'on est dans le trou, on a une transparence totale, donc on a t de x et de y qui vaut 1, et lorsqu'on est dans le plan opaque, dans la partie opaque, on va avoir une transparence nulle. Ça, on peut l'écrire de la façon suivante. Lorsque on a grand X qui est compris entre moins A sur 2 et A sur 2, et grand Y en même temps qui est appartient entre moins B sur 2 et B sur 2, on est dans la zone de l'ouverture. Donc on a T de XY qui vaut 1, et si on a tous les autres points, on est dans le cas où la transparence est nulle. Donc on va faire cette intégration sur cette fonction de transparence, mais finalement ça revient à faire l'intégration de 1, de cette valeur 1, lorsque x varie entre moins a sur 2 et a sur 2, et y en même temps varie entre moins b sur 2 et a sur 2, donc ça revient à modifier les bornes ici de notre intégration. Cette intégration, elle n'est pas si compliquée que ça, puisqu'on peut séparer la partie x et la partie y, ce sont deux variables qui vont être indépendantes lors de l'intégration. On a donc a0 sur lambda d fois la plus belle exponentielle, l'intégrale de moins a sur 2 à a sur 2 de exponentielle moins 2i pi sur lambda d, facteur de x grand X d grand X, et on va avoir la même chose, moins b sur 2 à b sur 2 de exponentielle de moins 2i pi lambda d, facteur de petit y grand Y d de grand Y. On voit qu'ici l'expression est exactement la même que là, à l'exception que ici c'est petit x et là c'est petit y, grand X devient grand Y, grand dx devient grand dy, et a ici devient b. Mais c'est exactement la même forme d'équation, et donc si vous savez traiter ça, vous savez traiter ça. Donc je vais me concentrer sur le traitement de cette équation-là, et par analogie, on aura celle-là. Ici, cette intégrale n'est pas compliquée, on a une intégration en exponentielle de alpha grand X dx, donc on a finalement une primitive qui va être en exponentielle de 1 sur qui va être exponentielle de alpha x sur alpha. Donc il suffit juste de trouver le alpha, et le alpha c'est moins 2i pi x sur lambda d, donc on obtient une primitive qui a cette forme-là, et la même chose en y. Et on va prendre cette primitive entre moins a sur 2 et a sur 2. Là je le redonne, on a exponentielle, l'argument qui ne change pas, sur le alpha, le moins 2i pi x sur lambda d. On va donc exprimer cette fonction-là sur nos deux bornes et celle-là sur nos deux bornes. L'expression est très simple puisque cette partie-là est une constante, elle ne dépend pas de grand X. Donc finalement, il n'y a que cette partie-là qui va dépendre des deux bornes d'intégration. Donc on se retrouve avec exponentielle de moins 2i pi x sur lambda d avec grand X qui vaut a sur 2, cette partie-là, moins exponentielle de moins 2i pi petit x sur lambda d grand X qui va valoir moins a sur 2. Donc on a ça, moins ça. Et on va avoir la même chose selon x, selon y. Très bien, alors maintenant, si vous regardez bien dans les détails, on a une structure qui est sous cette forme-là. Si le moins, je le mets devant, et que je regarde les deux i, ici j'ai exponentielle de moins quelque chose, et ici j'ai moins exponentielle de la même chose, mais avec un signe plus, parce que les deux moins ici vont donner un signe plus. Donc j'ai vraiment cette forme-là, avec un moins sinus alpha qui est égal à exponentielle de moins i alpha moins exponentielle 1. Le moins, en fait, va me servir à faire disparaître le moins qui est ici, et finalement, ce terme-là ressemble, se remplace par, avec les deux i et le moins, par un sinus de pi à x sur lambda d. Le 2 étant simplifié ici et là. Donc on se retrouve avec un sinus sur le reste qu'on n'a pas utilisé, pi x sur lambda d, et la même chose ici. Conseil de vérifier que vous savez faire cette manipulation. Si j'ai pas été clair, vous pouvez le faire tranquillement, vous allez voir que ça vous fera apparaître facilement un sinus avec cette expression-là, et donc le moins sinus que vous allez faire apparaître va disparaître avec le moins qui est ici, ça va donner le sinus. Et ça, c'est ce qui reste une fois que vous avez fait l'opération de faire apparaître le sinus. Alors on va faire une petite opération de maths, on va multiplier ce terme-là par a,
ce terme-là par b, et comme je multiplie des dénominateurs par a et par b, je vais multiplier le numérateur par ab également, pour que ça ne change pas la valeur de mon calcul. Et je fais ça pourquoi? Parce que si je fais ça, vous voyez qu'ici j'ai pi ax sur lambda d, et ici j'ai pi ax sur lambda d. J'ai exactement la même chose ici que là. J'ai donc le sinus de quelque chose sur ce quelque chose, c'est un sinus cardinal. Donc on se retrouve avec le sinus cardinal de pi ax sur lambda d, la même chose en y, pi by sur lambda d, et le terme ab qui est là, je l'ai réécrit devant pour qu'il soit plus visible. Et on se retrouve donc avec le produit de deux sinus cardinaux. Alors on vient de calculer l'amplitude lumineuse, on sait que c'est pas ce qui nous intéresse, c'est l'intensité lumineuse qu'on va pouvoir détecter et observer. Donc je vais calculer l'intensité lumineuse. Je vous rappelle que l'intensité lumineuse c'est 1/2 de la moyenne temporelle de A fois son conjugué. Le 1/2, on va l'écrire. On voit ici que la partie temporelle, on l'a même pas écrite. En fait, elle est dans l'exponentielle. Si on l'écrivait, elle basculerait dans l'exponentielle, puisqu'on aurait l'exponentielle de moins i oméga t, mais il irait dans la poubelle exponentielle. Et comme on va multiplier par son conjugué, et ben ce terme-là va purement et simplement disparaître. Donc, on n'a pas non plus à faire la moyenne temporelle. On a juste à mettre finalement cette expression au carré et à prendre la moitié. Donc on obtient, ça c'est l'expression mise au carré, avec le demi, donc a0 carré, a carré, b carré sur 2 lambda carré d carré, et on se retrouve avec le sinus cardinal au carré de pi ax sur lambda d, fois le sinus cardinal au carré de pi by sur lambda d. Et on va mettre tout ce terme-là dans un terme que j'appelle I0. Alors, juste une petite chose, je n'ai pas fait la remarque, je vais revenir là sur l'amplitude. L'amplitude, vous voyez qu'elle dépend de AB, ici, hein, elle dépend du terme AB, et AB c'est la longueur fois la hauteur de votre ouverture, de votre fente. Donc là, ça dépend de la surface de votre fente. Donc finalement, l'amplitude dépend de la surface de la fente. C'est quelque chose qui est assez logique, hein. On se doute bien que ça dépend, plus l'ouverture va être grande, plus l'amplitude risque d'être grande au niveau de l'écran d'observation. Donc ça, c'est un résultat qui est intéressant. L'autre point important, c'est qu'on a ce D qui nous dit que plus on s'éloigne, plus l'intensité qu'on va voir va être faible. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on connaît déjà. La décroissance en 1 sur R, là, c'est 1 sur D. On peut vérifier dans cette expression qu'on a bien quelque chose de homogène. L'amplitude lumineuse doit être proportionnelle à une amplitude. L'amplitude, c'est A0. Donc, tout le reste de termes doit faire quelque chose sans dimension. AB, c'est une surface, divisé par lambda d, c'est également une surface, donc AB sur lambda d, c'est sans dimension. La poubelle exponentielle, c'est sans dimension par création, puisqu'on a mis que des termes en exponentielle quelque chose, ou moins i, c'est quelque chose qui est sans dimension. Donc, vous pouvez vérifier, mais c'est sans dimension. Et le sinus cardinal, c'est quelque chose qui est sans dimension. Alors, je vous le rappelle, le sinus cardinal, c'est le sinus de quelque chose sur quelque chose, mais pour prendre le sinus, il faut que l'argument soit sans dimension, donc ça implique que le dénominateur est aussi sans dimension, et donc il faut absolument que ce soit tout sans dimension. Donc on a bien une amplitude, A a bien la même amplitude que A0, tous les autres termes donnent quelque chose qui est sans dimension, et vous pouvez le vérifier pour le sinus cardinal, vous avez pi ax sur lambda d, pi c'est sans dimension, A c'est une longueur, x c'est une longueur, donc ça c'est une longueur au carré, divisé par une longueur d'onde, c'est une longueur, une distance, c'est une longueur, donc on a bien une longueur au carré également. Ça donne un terme sans dimension. Et c'est d'ailleurs intéressant de l'exprimer sous cette forme, AX sur lambda d, comme ça on voit tout de suite qu'on n'a pas de problème de dimension. Donc on n'aura pas de problème non plus de dimension pour I, on a bien une intensité I0 fois le produit de deux sinus cardinaux au carré. Ce que l'on voit également, c'est qu'on a le produit de deux sinus cardinaux qui sont similaires. Donc si on sait faire l'étude de maths de cette fonction, on saura faire l'étude de maths de cette fonction. Et donc ce qu'on va faire pour ce que je vais vous présenter là, c'est qu'on va supposer que y est fixe et qu'il ne bouge pas. Donc si y est fixe, ce terme-là, c'est une constante. Une constante qui peut valoir plein de choses, hein. Le sinus cardinal, vous savez, c'est une fonction qui vaut 1 en 0 et qui va varier avec une forme de courbe qui est amortie, donc qui va varier avec des valeurs qui vont être en valeur absolue plus petite que 1. On va revenir sur la forme de cette courbe juste après, mais ça c'est un terme qui finalement va moduler si on fixe y, on va avoir une modulation pour ce qui va nous donner, pour la figure que l'on va voir en x. Et en particulier, sinus cardinal, le sinus cardinal peut valoir 0, donc lorsque ce terme vaut 0, l'intensité qu'on va voir va être nulle, quoi qu'il arrive, quelle que soit la valeur de x. Donc maintenant, on suppose que ça c'est fixe, y est fixe,
il vaut ce qu'il vaut, ça nous donne une valeur ici, et on va regarder ce qu'on voit lorsqu'on se déplace dans la direction x, donc y fixe et x notre variable. Donc si on fait ça, je vous affiche tout de suite l'allure de la courbe du sinus cardinal au carré, enfin de ce qu'on obtient. On va avoir un maximum. Ce maximum, il va avoir lieu lorsque le sinus cardinal va être maximal, et le sinus cardinal est maximal lorsque son argument est égal à 0. Donc finalement, lorsque ça est égal à 0, ça arrivera quand x est égal à 0. Donc lorsque x est égal à 0, on va avoir une intensité maximale, le sinus cardinal vaut 1, ce sinus cardinal vaut 1, et donc on a une intensité Imax qui vaut I0, sinus cardinal au carré de pi by sur lambda d, avec la valeur de y que l'on a choisi fixe. Donc ça c'est notre maximum, et on va avoir une courbe qui va ressembler à ça si on se déplace en x croissant ou en x décroissant, et c'est une courbe qui est symétrique. Voilà pour la description de loin. Alors maintenant, on va regarder à quel moment on va avoir des maxima secondaires. On va avoir un maxima secondaire à chaque fois que le sinus de notre sinus cardinal vaut 1 ou moins 1. Hein. Comme ça fait un sinus carré qui vaut 1. Donc à chaque fois que ce terme-là vaut finalement 1, on va avoir un maxima secondaire. Donc à chaque fois que l'argument de notre sinus vaut pi sur 2 plus un nombre entier de pi. Hein, c'est pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, etc. Donc c'est un pi sur 2 plus un nombre entier de pi. Donc c'est ce qui est écrit ici. On a que l'argument de à l'intérieur de notre sinus doit être égal à pi sur 2 plus un nombre entier p fois pi. Et donc si on arrange tout ça, on voit qu'à chaque fois que x sera égal à 1,5 plus p, c'est-à-dire p plus une moitié de p, si vous préférez, une moitié d'entier, et lambda d fois lambda d sur a, à chaque fois que x sera égal à ça, on aura une raie secondaire. Donc, on aura une raie ici, une raie là. Pour, par exemple, si on a p égale 1, on aura p plus 1,5, ça fait 1,5 fois lambda d sur a. Pouf, on a une raie ici, et ainsi de suite, on a un maximum secondaire. P doit valoir 1, il ne peut pas valoir 0, puisqu'en fait, le maximum, il pourrait y avoir un maximum ici, pour lequel le sinus vaut 1, mais il disparaît avec la décroissance ici, du fait qu'on a une divergence au niveau de x égale 0. Donc ce premier maximum disparaît. Le premier maximum, en fait, c'est celui de la raie centrale, et il est obtenu par x égale 0. Donc la raie principale ici, et des raies secondaires en 1,5 lambda d sur a, 2,5 lambda d sur a, 3,5 lambda d sur a, etc. etc. L'intensité, vous pouvez la calculer. Hein. Vous pouvez calculer finalement le sinus cardinal au carré, et vous allez voir que si ici on a une intensité maximale Imax, ici on va avoir 4,5% de l'intensité Imax, et ici 1,6% de l'intensité Imax. Vous voyez que la raie principale est très intense, alors que la première raie secondaire est déjà beaucoup moins intense, 4,5% de la raie principale, et après ça va décroître assez vite. L'autre chose à regarder, c'est la position des minima. Les minima vont être obtenus à chaque fois que le sinus va être égal à 0. Hein, donc à chaque fois que le sinus carré est égal à 0, mais ça s'obtient quand le sinus du sinus cardinal est égal à 0. Donc à chaque fois que finalement on a l'argument du sinus qui vaut pp, donc on a pi ax sur lambda d est égal à pp, en excluant p égale 0, puisque ça correspond à la raie centrale, et là on a un 0 sur 0, lorsqu'on fait le sinus cardinal sur x, on a sinus sur x, on a un 0. Donc là, p ne peut pas valoir 0, p est forcément un entier, et on va avoir un minimum à chaque fois que ça s'est vérifié. Donc à chaque fois que x est égal à un nombre entier de lambda d sur a. En fait, entre chaque maximum, on va avoir un minimum. Toc, toc. Et puis il y a ce minimum-là qui est ici, et ce minimum-là qui est là, pour la valeur de p égale 1 ou p égale moins 1. Donc le premier minimum, on l'obtient en lambda d sur a, et de ce côté-là, en moins lambda d sur a. Alors, si on regarde maintenant l'ensemble de notre courbe, on a une raie principale qui est beaucoup plus intense et qui est en plus plus large. Si vous regardez le premier minimum de ce côté-là, c'est moins lambda d sur a. Le premier minimum de ce côté-là, c'est lambda d sur a. Donc, on va aller de moins lambda d sur a à plus lambda d sur a. On a une raie centrale qui vaut 2 lambda d sur a de largeur. Alors qu'entre ce minimum-là et celui-ci, on n'a qu'une seule avancée en lambda d sur a. Donc, on a des raies secondaires 2 fois plus petites en lambda d sur a. La raie principale 2 fois plus grande que les raies secondaires qui sont beaucoup moins intenses. Alors cette courbe, cette distribution va être modulée par la même
distribution qu'on va observer en Y. Donc on va imaginer, il faut prendre cette distribution qu'on a ici et la multiplier en Y par une distribution qui est analogue. Et on va observer donc sur notre écran quelque chose qui va ressembler à ça. On a une fente, enfin un rectangle central qui correspond à notre frange principale, à notre raie centrale, et on va avoir des raies secondaires dans cette direction-là, des raies secondaires dans cette direction-là, ainsi de suite dans cette direction-là et dans cette direction-là. Et on va également avoir des raies secondaires qu'on va voir sur les axes secondaires. Alors on peut regarder ça encore un peu dans les détails. Ici, cette courbe, il faut se méfier, enfin c'est un dessin. Vous voyez, on n'a pas la sensation de différence d'intensité, ça a été travaillé. Ici en particulier, l'intensité de cette frange principale n'est pas plus grande que celle d'à côté, alors qu'on a bien vu qu'elle était beaucoup plus forte. Donc ça, c'est pour vous permettre de voir justement les raies secondaires, tous les ordres secondaires de notre figure de diffraction. Mais on a normalement une raie qui est beaucoup plus intense et qui doit décroître en intensité. Alors on le voit un petit peu puisqu'on a l'impression que cette raie-là est plus petite que celle-là. Or, on a vu que la raie principale avait une taille, mais que les raies secondaires avaient toutes la même taille et la moitié, enfin qui correspondait à la moitié de la raie principale. Donc si je me déplace seulement en X, eh ben, normalement, toutes mes raies ici ont la même taille, mais on a l'impression qu'elles disparaissent. Ça, c'est dû au fait que l'intensité devient faible et que donc on les voit moins, mais en fait, elles ont la même largeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on augmente la taille de notre ouverture? Donc, par exemple, si on augmente A ou si on augmente B. Donc, si on augmente A, on va revenir sur le précédent transparence. Si on augmente A, qu'est-ce qui va se passer? Si on augmente A, si vous regardez la position du premier minimum, c'est lambda D sur A. Si vous augmentez la taille, l'ouverture de votre fente en A, et ce lambda D sur A va se rapprocher, et donc votre raie principale va devenir plus fine, et les raies secondaires vont également s'approcher et devenir également plus fines. Donc si vous augmentez la taille de l'ouverture en A, tout va se resserrer sur la raie centrale, avec des intensités qui vont être qui vont changer parce que l'ouverture va changer de taille, donc forcément on a vu que l'intensité maximale dépendait aussi de A, hein, on le voit ici, mais à cela près, relativement, on va avoir surtout quelque chose qui va se resserrer sur la raie principale. Voilà, ça c'est des choses importantes à voir. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je fais vraiment tendre une des dimensions de mon ouverture vers l'infini? Si par exemple je prends B et que je lance B, B devient infiniment grand. Si je fais augmenter B de façon infiniment grande, le terme B sinus carré de lambda D de pi b y sur lambda d, ce terme-là, qui intervient à l'intérieur de notre intensité, va tendre vers une fonction de Dirac. En fait, tout va se condenser en un seul point, puisque la largeur devient infiniment petite, puisque l'ouverture est infiniment grande, et on va se retrouver avec une intensité qui va finalement être nulle partout en Y, sauf lorsque Y vaut 0, sauf au centre. Donc on va se retrouver avec l'ensemble, si ça c'est Y, c'est bien la direction Y, tout va se compresser finalement, se comprimer en une seule ligne. On va donc avoir une seule ligne en X, et on va retrouver une distribution 100% en Y égale 0 sur une seule ligne, avec une distribution de Dirac, donc en Y, mais une distribution en sinus cardinal au carré en X. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif. Plus on augmente l'ouverture, plus finalement on ne voit pas le phénomène de diffraction, il disparaît, comme on le voit là actuellement dans les équations. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette étude sur la figure de diffraction d'une fente rectangulaire. Je ne veux pas mettre trop de choses dans cette vidéo, elle est déjà assez dense. Je vous invite à faire l'exercice de TD qui vont compléter grandement ça. Vous allez étudier plus finement la figure de diffraction et en sortir les propriétés. Toujours est-il que c'est très important de retenir ce qu'on vous a dit là, en particulier que une figure de diffraction obtenue par une fente rectangulaire à l'infini, c'est donné par des sinus cardinaux au carré, c'est quelque chose que je vous conseille de retenir, que lorsque l'on augmente la taille de la fente, et ben en fait ça se resserre, et que donc le phénomène de diffraction est moins visible, puisque toutes les tâches deviennent moins larges dans la direction, de façon
Si j'ouvre en Y, grand Y, bah, ça va se refermer dans la direction petit y. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important à retenir. Et enfin, je vous rappelle, j'avais peut-être un commentaire en plus à mettre ici. Oui, c'est juste ce que je viens de dire. Et une chose que vous devez connaître pour pouvoir faire ces exercices, puisque maintenant on peut s'amuser à vous mettre n'importe quel type de forme d'ouverture, il faut être capable de repartir de la fonction, de l'équation qu'on a utilisée, c'est-à-dire celle-là, l'équation qui nous donne la diffraction à l'infini, la diffraction de Fraunhofer. Il faut connaître cette formule pour pouvoir l'appliquer dans d'autres circonstances. Donc je vous invite à savoir faire ce calcul de là jusqu'à l'étude de l'intensité sur notre écran, l'étude de la figure de diffraction.